Allez, Bourso Live, ça continue, c'est depuis ce matin, première édition, pendant 3 jours, ça se passe ici sur Boursorama. E-salon de la bourse, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, les débutants, les confirmés, les experts. Moi, on m'a collé le premier jour, je suis ravi d'être là avec vous, donc avec les débutants, ceux qui s'initient au marché, et notamment à l'ESG. Avant que je vous parle du programme, de cette bonne demi-heure qu'on va passer ensemble, déjà vous rappelez que de 9h à 18h, comment ça se passe, vous vous connectez, l'identifiant évidemment, vous vous baladez, il y a des stands, comme dans un salon réel, sauf que là ce sont des e-stands. Vous assistez à des conférences comme celle-ci, mais il y en a d'autres. Celle du jour porte sur ce qu'on appelle l'ESG, la finance durable, la finance responsable, la finance éthique. Tout ça, c'est pour dire la même chose, en gros. Une finance qui est plus au service, on va dire, de la société et de l'économie réelle. Retenez ce sigle, ESG, parce que vous allez entendre parler de plus en plus, déjà dans la demi-heure, mais même dans les semaines, voire dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a une foultitude de questions. Comprendre ce que font les entreprises en matière justement d'environnement, comment est-ce qu'elles réduisent leur empreinte carbone, comment est-ce qu'elles polluent moins, pour le dire autrement. En matière de social, quand on dit c'est le E, le S, le G. S social, est-ce qu'elles pensent au bien-être de leurs salariés. Et puis en matière de gouvernance, G de gouvernance, c'est moins facile à appréhender. C'est en gros, est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs au sein d'une entreprise. Et puis cette question évidemment qui vous concerne, qui nous concerne, est-ce que les investisseurs, notamment particuliers mais pas seulement, ont un appétit de plus en plus marqué pour cette finance durable, cette finance responsable qui cherche à allier performance et durabilité. Voilà donc pas mal de questions qu'on va se poser comme ça dans cette demi-heure. Qui dit conférence dit évidemment intervenants. Ils sont deux aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous, mais ils sont là aussi en digital. C'est Fabrice Ramouni d'abord. Bonjour. Non, ça c'est pas Fabrice Ramouni, ça c'est Gilles Vermeaux-Desroches. On le salue, bonjour. On n'a pas le son, mais c'est pas grave, directeur du développement durable chez Schneider. Bonjour. Allez, il appuie sur le petit Bonjour. bouton, c'est mieux là. Comment ça va, Gilles? Non, non, moi le son il marche. Bon, mais c'est pas grave, on vous entend, c'est l'essentiel. Fabrice Ramouni, est-ce qu'il est là lui aussi? Bonjour à tous, je vous entends très bien. Bonjour Fabrice, responsable du département indice chez Euronext. On commence, vous restez avec nous évidemment Fabrice, on vous reprend dans quelques instants. Gilles, on explique pour les nuls dont j'ai fait partie pendant longtemps, en tout cas pour les béotiens, les néophytes, sur toutes ces questions d'ESG. En gros, l'ESG, je parle sous votre contrôle, c'est de dire que l'entreprise n'a plus seulement vocation à faire des profits, qu'elle s'inscrit dans une logique beaucoup plus large et qu'elle cherche à faire du bien, en tout cas moins de mal à la planète, qu'elle cherche à réduire son empreinte carbone. Là, c'est une question pour Gilles Vermeaux-Desroches de chez Schneider. C'est ça une entreprise qui est responsable, c'est elle cherche à moins polluer, une moindre empreinte carbone. C'est aussi voir, encore une fois, penser au bien-être des salariés, mais pas seulement, c'est tout ça mis ensemble. Ouais. ESG, pour moi, c'est une entreprise qui construit sa performance sur la cohérence en pensant à la fois au très court terme et au moyen terme. Pourquoi je dis la cohérence? Parce qu'au fond, une performance court terme, ça peut s'inventer dans une entreprise en coupant le budget d'innovation, en étant un peu rude avec des salariés et en réduisant sa masse salariale, en respectant pas l'éthique dans tous les coins de l'entreprise et en faisant pas face à une évolution de l'entreprise pour le bien commun. Au fond, ce qui me paraît important, c'est de bâtir sa performance du moment. Quand on parle d'ESG, ce n'est pas pour tuer la performance du moment, c'est pour construire une performance qui donne confiance à tous les partenaires de l'entreprise. Déjà, qui donne confiance aux partenaires investisseurs sans laquelle l'entreprise n'aurait pas l'avenir dont elle a besoin pour grandir, en se disant, quand j'investis dans cette entreprise-là, je ne suis pas en train d'être contre les droits de l'homme, je ne suis pas en train de salir la planète. J'investis parce que cette entreprise, par ses solutions, a un impact positif pour la planète. C'est important pour les salariés parce que quand je suis dans une entreprise qui respecte les enjeux de ESG, probablement que mon bien-être, ma confiance dans le métier que je fais, ma capacité d'en parler avec ma famille, on sait maintenant que dans les familles, les enfants sont plus mobilisés que leurs parents, il est question d'être fier de ce qu'on fait pour probablement être meilleur dans la manière de le faire. Et puis, on sait aussi que les entreprises, aujourd'hui, elles ont besoin de réputation, de reconnaissance, et que toute entreprise qui ne respecte pas l'éthique, même si c'est dans un endroit quelque part dans le monde, va se retrouver endommagée en termes d'image tout partout au niveau mondial, et probablement en termes de performance, il pourrait y avoir des boycotts, etc. Donc pour moi, l'ESG, c'est bien comprendre qu'une entreprise est en relation avec toutes ses parties prenantes, que la meilleure manière de servir chacune de ces parties prenantes,
y compris l'investisseur, et particulièrement l'investisseur qui n'est pas là pour changer toutes les 3 minutes de thèse d'investissement, de lieu d'investissement, c'est par l'ISG lui donner l'assurance que la performance qu'il rencontre aujourd'hui, elle sera encore là demain dans une entreprise qui a bien compris qu'il valait mieux servir le bien général, le bien commun, que s'en moquer parce qu'on fait ces petits calculs court terme. Donc les critères, comme on dit, non financiers, extra-financiers, ne sont pas incompatibles avec des critères financiers. Une boîte doit être bien gérée, mais sans chercher la rentabilité, c'est ça, à l'extrême, à la petite semaine. En tous les cas, c'est un chemin à construire. L'ESG et la performance d'une entreprise, c'est comme un marathon sans ligne d'arrivée. Il se trouve que je suis représentant de la citoyenneté de Schneider Electric, et aujourd'hui, dans l'année 2020-2021, je crois que la performance boursière de Schneider Electric, y compris dans cette période Covid, où nos solutions ont été appelées pour assurer l'électricité partout, dans les hôpitaux et dans les data centers, pour permettre au monde de vivre un peu différemment cette crise. Cette crise aurait été différente il y a 10 ans. Elle est bien reconnue là, et deux, dans plein d'indices boursiers, y compris le plus connu et reconnu qui est quelle est The Most Sustainable Company, l'entreprise la plus développement durable, c'est un indice qui est fait et publié au début de Davos. Cette année, c'est Schneider Electric qui a cette responsabilité, parce qu'à la fois c'est une reconnaissance et une responsabilité quand on est à ce moment-là, et donc on peut avoir les deux en même temps. Après, sans que ça s'applique, Gilles, à Schneider, à ceux qui attendaient tout ça, c'est du greenwashing, c'est de la communication, c'est du marketing, c'est le vernis, on n'y croit pas, etc. Vous comprenez que certains demandent aussi, au-delà des paroles, une espèce d'alignement entre les paroles et les actes. Je ne parle pas de Schneider en l'espèce. Oui, je suis d'accord. Mais d'abord, plus les citoyens, entre guillemets, les citoyens engagés chercheront l'alignement et la vérité, et plus elles pousseront les entreprises à être plus exigeantes sur ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Et moi, je suis le premier à souhaiter qu'il existe, et ils ont fait un immense travail, des acteurs du monde, du monde associatif, de la citoyenneté, parfois des représentants des salariés, beaucoup d'investisseurs, qui poussent l'entreprise dans ses retranchements pour qu'elle fasse mieux, plus vite, avec plus d'efforts. Il y a une chose qui est certaine, on ne gagnera pas les batailles du 21e siècle sans l'agenda des solutions, que ce soit en social ou environnemental. Oui, mais Gilles, on ne gagnera pas cette année, ce siècle, sur les enjeux climatiques, de biodiversité, de révolution digitale, le challenge de la population et singulièrement des jeunes, de ce qui se passe après le Covid, sans que les entreprises investissent dans cette direction des 17 objectifs du développement durable. Et plus une entreprise est poussée là et peut le faire, et mieux ça marche. On ne pourrait pas, vous et moi, être plus engagés si demain, il n'y a pas des entreprises qui font le choix, s'il n'y a pas des agriculteurs, des entreprises agroalimentaires qui mettent sur le marché des produits bio, des produits plus locaux, etc. S'il n'y a pas des constructeurs de véhicules qui vont passer à l'électrique, s'il n'y a pas des gens qui pensent le mini-grid, la géothermie, d'autres manières de produire et de consommer de l'électricité, c'est l'entreprise qui porte ça. Et donc, l'investisseur a tout intérêt de choisir cette vision-là. C'est difficile de s'auto-décerner un brevet de virtuosité en matière justement de durabilité, d'environnement vis-à-vis des salariés. Sur quoi on s'engage? Il y a des objectifs chiffrés, il y a un suivi pour dire voilà ce qu'on vous a promis, voilà où on veut aller. Vous voyez? Alors, je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce que Schneider Electric fait en la matière, mais de manière générale aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble de la partie prenante investisseur a un certain nombre d'acteurs, par exemple de notation des entreprises. Ici, on est en France, on se rappelle de Vigeo, dont les rênes sont dans les mains de Nicole Notat, l'ancienne patronne de la CFDT, qui fait une note de, je crois, 8000 entreprises mondiales, et particulièrement toutes les européennes, avec l'indice Euronext pour savoir lesquelles sont plus le développement durable. On connaît bien le Dow Jones Sustainable World, qui est fait par un autre acteur qui s'appelle SAM, qui place aussi toutes ces entreprises pour savoir lesquelles sont les meilleures, les moins bonnes, les plus engagées. Je vous ai parlé de l'indice de Davos qui est fait par une structure qui s'appelle Corporate Knight. Il y a une structure qui s'appelle le Carbon Disclosure Project qui vise
à aligner 6 000 entreprises sur les efforts qu'elles font pour réduire leurs émissions carbone et leur capacité d'accompagner leurs partenaires économiques. Et vous êtes bien noté chez tous ces gens-là, vous êtes bien noté? Schneider est premier dans tous, Premier. en ce moment. Premier. Ouais, premier chez tous ces acteurs-là en ce moment. Et donc, ces mesures-là, aucune ne dit la vérité. Ah, donc Tout ça n'a aucun intérêt d'être premier alors. Tout ensemble, parce qu'elles ont des axes différents, etc. Mais tout ensemble, elles arrivent à mettre en avant, alors on parle beaucoup des grandes entreprises, là, il y a aussi un acteur de notation français qui s'appelle Ecovalis, qui note 50 000 entreprises. 50 000 entreprises, on va beaucoup vers les moyennes et petites entreprises, y compris en France. C'est une mesure, ça. Il faut lire les positions de chacun, puis se dire, tiens, celui-là est plus attentif sur le social et il met cette entreprise-là. Voilà. Et vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont bien notées sur le sujet. Laissez-moi préciser, Gilles, qu'on peut poser des questions. Enfin, vous pouvez poser des questions à tout moment, encore une fois, dans cette émission, cette conférence. Allez-y dès maintenant, on y répondra tout à l'heure. Gilles Vermaux-Desroches, vous estimez être meilleur sur quelle lettre? E, S ou G? L'environnement, encore une fois, la décarbonation, l'empreinte carbone. Le S, encore une fois, vis-à-vis des salariés, mais pas seulement. Ou G, les contre-pouvoirs, encore une fois, qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Ne me dites pas que vous êtes bon sur les trois. Alors, on est moyen plus sur tous et très bon sur le climat. C'est-à-dire que Schneider Electric est une boîte qui a 2 points d'attention. Un point d'attention que l'on doit beaucoup à son président Jean-Pascal Tricoire depuis 20 ans, de penser tous les ans le renouveau de la stratégie de l'entreprise pour qu'elle soit à même à répondre aux grands enjeux de la planète et qu'elle en tire une opportunité de business. Que notre innovation, 5% de notre chiffre d'affaires, nous permette aujourd'hui de construire ce qui permettra en partie de résoudre l'équation climatique du moment, qui passe en particulier par rendre l'ensemble des consommations énergétiques vers l'électricité, puis de rendre green l'électricité partout dans le monde, et en même temps d'utiliser le digital pour que l'on fasse un dialogue entre la consommation et la demande. Vous voyez, là je vous réponds, il y a une demi-heure, j'accueillais sur le nouveau site de Schneider Electric à Grenoble qui s'appelle Intensity, le maire de Grenoble, Éric Piolle. Ce site-là est réputé aujourd'hui le plus développement durable de la planète. 37 kWh du mètre carré, tout usage confondu, c'est-à-dire le restaurant d'entreprise, l'ensemble des ordinateurs, parce que des fois on enlève quelques usages, et intégralement couvert par les panneaux photovoltaïques qu'il y a sur le toit du site, et puis en complément de la géothermie locale. On achète et on revend l'énergie aux producteurs d'électricité locale. À la fin de l'année, la facture est zéro, c'est vraiment neutre. Et en plus, on aura remis sur le réseau local, pour les voisins de Schneider Electric, de l'énergie verte. Alors attendez, Gilles, vous avez un site comme ça, c'est exceptionnel, il y en a un. Combien de sites vous avez dans le monde? Il n'y en a pas un, il se trouve que c'est le dernier qui est construit. Ouais. On voit bien que c'est l'innovation qui va faire avancer. Donc, la grande force de Schneider Electric dans les enjeux ESG, c'est probablement d'amener à des prix acceptables pour tout le monde des solutions qui font un progrès vertigineux. Et ceci parce qu'on mise sur l'électrique, on mise sur le digital, sur le véhicule électrique de demain, sur l'usine du futur et son jumeau digital pour être plus efficient, sur le bâtiment en net zéro émission. Et ce site-là, il n'est pas particulier. Il est fait pour que tous nos clients puissent faire pareil. Et on peut aujourd'hui opérer des sites et ça. Sur ce sujet-là, Schneider est leader. Après, dans le ESG, je pense, et je vous montrerai tout à l'heure comment on le fait, on est très attentif à la dimension sociale depuis longtemps chez Schneider Electric. La chance d'être une grosse boîte française qui, en 40 ans, n'a eu que 3 capitaines, Didier Pinot à l'ancienne, Henri Lachmann, Jean-Pascal Tricoire, et dont chacun est connu pour ses valeurs d'engagement citoyenne. Aujourd'hui tout à fait mondial avec Jean-Pascal, qui a ce regard d'une entreprise qui, sur tous les continents, concourt au progrès. Il y a tellement de choses encore à faire que globalement, on est plutôt équilibré sur le ESG
sans forcément avoir une grande, être le meilleur partout, mais on est attentif à tous les sujets de ESG. Et pour le coup, s'il y a un endroit où on est le meilleur, c'est sur le climat. Si je devais vous résumer, c'est pas facile, Gilles Vermaudet-Roche. D'un côté, Schneider fait partie de la Mais vous solution. êtes très fort. Non, pas autant que vous, hein. Schneider fait partie de la solution pour réussir cette transition énergétique, parce qu'on n'a pas le choix, il faut la réussir. À la fois, vous faites partie de la solution avec vos produits, mais pour fabriquer vos produits, vous avez une empreinte carbone que vous cherchez à réduire avec ces usines 3, 4.5.0 en mélange. Exactement. C'est ça? Exactement. Bon. Vous êtes parfait. Non, n'en faites pas trop. L'objectif, c'est d'avoir ce type d'usine, d'unité telle que celle que vous avez à Grenoble, partout, c'est ça? L'objectif, il est double. Il est évidemment, de dire à tous les constructeurs, c'est possible de construire aujourd'hui des bâtiments neutres dans des prix qui ne sont pas exorbitants, mais qui sont ceux du marché, premier point. Et deuxièmement, ne pas oublier qu'on construit aujourd'hui simplement en Europe, j'ai le chiffre européen, 1% du bâtiment. Ça veut dire que plus de la moitié des bâtiments de 2050 sont déjà debout. Et ça ne fait pas de bien à la planète de raser tous les bâtiments pour en faire des nouveaux, parce que la construction, c'est beaucoup d'émissions carbone. Donc, on a aussi des solutions de rétrofit, c'est-à-dire de reprise des bâtiments, pour leur permettre de faire de l'efficacité énergétique intelligente, c'est-à-dire de la temporisation. Quand il n'y a personne dans une salle, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de chauffage, etc., etc. Comment on manage tous les usages, comment on crée un mini-grid sur tous les lieux, pour tirer au mieux la réalité locale. On oublie qu'un bâtiment, il est dans un territoire et que ce n'est pas le même partout dans le monde et que ce n'est pas les mêmes standards et qu'il faut, à Grenoble, à l'endroit où on est, sur la presqu'île, la géothermie, c'est un truc fabuleux, ça marche très bien, aussi bien pour refroidir l'été ou pour refroidir la salle de data center, que l'hiver pour réchauffer le bâtiment. Les technologies existent. Vous savez, on est un des premiers partenaires de la fondation Solar Impulse qui vient de labelliser 1000 solutions. 1000 solutions, qui exactement. existent déjà. On l'a reçu, Bertrand Picard, on l'a reçu sur Boursorama pour en parler. Et dont on pourrait vraiment changer. Voilà, tout ça est très cohérent avec le chemin de Schneider Electric. Et notre certitude, conviction, c'est que pour être bon dans cette direction-là, il faut vraiment respecter l'ESG, parce que l'ESG, c'est respecter l'écosystème dans lequel on vit, singulièrement nos salariés, pour faire en sorte qu'on fasse progresser cet écosystème et que, entre guillemets, maintenant le monde est difficile, on vit des crises, l'entreprise doit vivre et rendre sa performance, et on le fait très bien d'année après année, mais dans cet écosystème, prendre des décisions cohérentes. Et donc, au final, je ne dis pas de manière incontestable, en tout cas, Schneider en est la preuve quand on voit les performances boursières. Tout ça n'est pas antinomique entre le financier et l'extra-financier. Et donc, être bon sur ces critères ESG, ça peut générer la surperformance. Et ça doit, dans la durée, en générer. Ça, vous l'avez chevillé au corps. Ça génère de la performance moyen-long terme, ça génère de la vision, et ça génère aussi une certaine satisfaction de participer à la solution. Ouais. Et pas de s'enrichir en oubliant que la manière de s'enrichir peut participer à la création du problème. Puisque vous parlez de s'enrichir, et juste après on donne la parole parce que le pauvre il a dû s'endormir à Fabrice Ramouni. Pas du tout. Encore que, il est toujours avec nous, Fabrice? Je suis là, vous m'entendez? Oui, il est toujours là, tout va bien. On vous prend dans 2 secondes juste. Dernière question parce qu'il parle de rémunération, c'est intéressant. Je reviens à Gilles Vermaudet-Roche sur la rémunération des managers. Gilles, Oui. est-ce qu'elle est suffisamment indexée pour le coup sur le non financier? Quel pourcentage de rémunération des managers, alors je ne sais pas à la virgule près, mais qui dépendent de critères non financiers? C'est très simple. Donc, Schneider Electric a un outil de mesure du développement durable que vous pouvez retrouver tous les trimestres, qui s'appelle le Schneider Sustainability Impact. Les résultats sont communiqués en même temps que les résultats financiers tous les trimestres par le président de l'entreprise. C'est clair, c'est audité par un tiers externe. Bon, et le chiffre, c'est quoi alors? Il est question de 15 grandes transformations pour lesquelles on fait une note un peu comme un bulletin scolaire. Ouais. Et ceci pour 5 ans, pour montrer qu'on a une vision long terme et qu'on avance. Cet outil-là, la performance de cet outil représente 20% de la rémunération variable. Attendez, ça a coupé combien? 20? Représente 20% de la rémunération variable des 60 000 managers de Schneider Electric qui ont dans le monde une rémunération variable. Ouais. Et puis avec cet outil et sa reconnaissance,
ça représente 30% des actions de performance que reçoivent les leaders d'une entreprise ou les personnes que l'entreprise veut à tout prix conserver, etc. C'est ce fonctionnement-là. Et ça représente pour tous les salariés, par exemple en France, 50% de l'intéressement participation de l'intégralité des 15 000 salariés français. Vous voyez, puisque la rémunération variable, que ce soit l'intéressement participation, les actions de performance que reçoivent des leaders ou la part variable de rémunération de tous les managers, puisque normalement on met comme critère des enjeux les plus importants pour attirer l'attention dessus, c'est bien logique qu'au niveau que je viens de dire, qui représente entre 100 et 150 millions d'euros par an, Schneider Electric place des enjeux de développement durable, comme les enjeux de performance, comme les enjeux de croissance, comme les enjeux d'adaptation de sa réalité stratégique. Alors, puisqu'on parle de performance, il est 16h23 sur Boursorama. Je vous rappelle, posez des questions, on y répond à la fin, notamment sur la performance de Gilles Vermeaux-Desroches ou des questions sur Schneider. On y répondra dans les prochaines minutes. J'en vois déjà qui tombent des questions pour Schneider. Je ne vous les donne pas, un petit peu de suspense, Gilles. Gilles, vous restez avec nous. Maintenant, on parle à Fabrice. Fabrice, réveillez-vous, Fabrice. Je suis là. Bon. C'est intéressant ce qu'on racontait, non avec, il est bon, Gilles. Très bien. D'ailleurs, je dois rebondir sur un point que vous avez effleuré, David, qui à moi, les mots en importance. Vous avez effectivement parlé de critères ESG comme de critères extra-financiers. Non, pas du tout. Critères extra-financiers. Et je trouve que cette approche est malheureuse. Mais elle est historique. On appelait ces critères ESG. Et puisque finalement, elle impliquerait que, et là je donne le pendant en fait un peu de ce que nous a expliqué J'aurais Gilles. dû dire extra-financier et pas non-financier. Oui, et même extra-financier laisserait entendre que finalement ça n'aurait pas d'impact sur la performance de l'entreprise. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Alors, non, mais je voudrais juste donner un exemple parce que c'est très important. On parle à des investisseurs ici aussi. Et vous savez, une catastrophe au sein d'une entreprise qui impacterait l'écosystème qui l'entoure, une grève parce qu'une mauvaise gestion de la relation personnelle, tout ça coûte de l'argent aux entreprises. Ouais. Et donc, de fait, impacte la rentabilité de l'entreprise. Donc, je pense qu'effectivement, la terminologie ici est importante. Encore une fois, on est sur des risques financiers et les critères il est mignon, Fabrice. Il faut dire quoi alors? On parle de quoi alors? On parle de risques financiers, je pense, aujourd'hui. C'est intégrer des critères ESG, c'est bien appréhender non plus les risques financiers à court terme, mais aussi ceux à long terme, plus ou moins long terme. Bon. Mais il y a une vraie réalité, et je crois qu'il est important. On n'est pas là sur quelque chose, un packaging. On a vu des exemples, la controverse sur Volkswagen. Voilà, il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui montrent l'intégration de critères ESG d'une vision stratégique sur l'impact. Volkswagen, l'exemple, je suis d'accord, l'exemple date un peu maintenant, 2015, et puis Volkswagen s'en est largement remis. Mais vous avez raison, les controverses, il y en aura évidemment de plus en plus. Je veux qu'on revienne à l'actualité, notamment ce qui nous anime, c'est Euronext qui a lancé, on l'avait déjà évoqué sur Boursorama, au moment du lancement de cet indice CAC 40 ESG, donc version, on va dire, responsable ou éthique, entre guillemets, ou green, ce qu'on veut, du CAC 40. Vous l'avez fait parce qu'il y avait vraiment cette demande, il y a vraiment toujours, et aujourd'hui on voit des volumes vraiment importants sur ce CAC 40 ESG. On parlera de la construction après, mais juste, la demande est au rendez-vous au-delà de ce que vous perceviez au moment où vous l'avez lancé? Ah bien sûr, alors quand on a lancé cet indice, on a d'abord consulté l'ensemble de nos clients. Je vous donne un exemple simple, des émetteurs ETF, des grands fonds. Oui, mais c'est eux qui sont demandeurs, c'est eux les vrais demandeurs, non? Alors oui, parce que finalement, aujourd'hui, un grand nombre d'institutions financières qui créent donc les produits financiers se sont, de manière volontariste, engagées en termes de financement durable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le CAC 40, dans sa structure, dans sa composition sectorielle, ne répond plus, pour certains déjà, à leurs engagements qui va les amener à se désinvestir de certains secteurs. Donc on était clairement dans une urgence, on se devait de répondre à ce besoin-là. Ensuite, c'est important alors, ensuite, les encours, je dirais. Aujourd'hui, le gros de l'argent est géré aujourd'hui sur les indices historiques, le S&P 500, le CAC 40, l'Eurostoxx. Il existe aujourd'hui beaucoup d'indices ESG, mais le gros des encours reste sur ces indices et ne pas adresser
ces indices qu'on appelle blue chip, ces indices historiques, c'est finalement c'est être maladroit dans une approche, c'est ne pas accompagner le développement de la finance durable. Ouais, par contre, je ne veux pas être désagréable et ce n'est pas le sujet, mais juste en termes de volume, on sait que le CAC 40, c'est entre 3 et 5 milliards d'euros tous les jours. J'imagine que Oui. c'est balbutiant, donc on ne va pas chercher à comparer, mais ça donne quoi? Juste qu'on ait des chiffres en tête, le CAC 40 ESG? Alors, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas distinguer les deux. Mais je vous donne j'évite pas la question, je ne fais pas de côté. Deux exemples. À la rentrée, on attend au moins 2 voire 3 ETF lancés sur le CAC 40 ESG. Ça n'est jamais arrivé avant. Ouais. Des grands noms d'émetteurs français. Il existe aujourd'hui des premiers deals sur l'indice CAC 40. Donc, à la rentrée, il faudra parier que le CAC ESG soit un des blockbusters. Donc, il faut construire. Et donc, ma question sera plus pertinente à la rentrée. Ma question sera plus pertinente. Oui, mais je pense que votre question, si on la prolonge, si on tire le trait, il est possible, il est probable que le CAC 40 ESG prenne le pas sur le CAC 40. On n'y est pas encore. On le souhaite, mais on n'y est pas. Avant que les courbes se croisent, il va se passer un petit moment, non? Il y a des effets mécaniques. Des effets mécaniques. Si, grosso modo, l'ensemble des encours aujourd'hui indexés sur le CAC 40 historique basculent sur le CAC 40 ESG, vous allez voir que les effets liquidité aussi au niveau des valeurs vont être là aussi. Donc au départ, Fabrice, départ, cet indice CAC 40 ESG, il a été fabriqué parce qu'il y avait une demande notamment de la part des professionnels, notamment des fabricants d'ETF, mais derrière ceux qui achètent les ETF, ce sont notamment des particuliers. Donc pour le particulier qui voudrait avoir dans son portefeuille PEA, assurance vie, whatever, des grandes valeurs françaises qui répondent à ces critères ESG, il y a cet indice-là. Je vais un peu vite, mais c'est ça l'idée, non? Et il y a cette demande. Il suffit de regarder. D'où vous sortez ça, Fabrice, d'où vous sortez ça s'il y a une demande? Ils avaient fait un sondage Moi, je l'entends, mais vous pensez qu'un client qui rentre dans sa banque, qui a son conseiller, il dit « Ouais, donnez-moi du CAC 40 ESG ». Alors, non, pas le CAC 40 en particulier, mais des investissements basés sur des produits plus responsables, oui, il y a une demande. Je crois qu'il suffit de regarder les résultats des élections européennes, la poussée de cette volonté écologique au niveau européen. Il y a une tendance de long terme, et c'est souhaitable. Je pense qu'on est tous face à l'urgence. Donc, effectivement, le CAC 40, je ne dis pas que c'est l'outil ultime. Je dis qu'il y a au niveau, et à notre niveau, nous, individuels, tous les trois, en tant qu'investisseurs retail, je pense que, si on nous propose 2 produits équivalents, finalement, dont un a un impact positif sur la planète et qui, en plus, prend en compte des risques, finalement, qui vont se matérialiser sur les entreprises, à terme, si le rendement financier est là, voire supérieur, et qu'en plus, c'est une solution durable, je pense que la nature humaine fait que… Évidemment. Voilà. Et là, pour le coup, ça serait la martingale. Je vois des questions qui tombent. Il va y en avoir pour vous aussi, hein. Fabrice Ramouni, n'oubliez pas de poser des questions. On est en direct sur Boursorama. Cette conférence, petite question, on y répond juste après. Juste sur la création, encore une fois, de cet indice CAC 40 ESG. En gros, vous avez tout remis à plat. Et ce n'est pas vous, je crois que c'est l'agence Vigeo, encore une fois, qui l'a fait, mais en partenariat avec vous. Enfin, en tout cas… Alors, pas partenariat, peut-être le mot est mal choisi, mais en tout cas, vous avez délégué cette partie-là à Vigeo. On reprend… C'est genre, on reprend depuis zéro et on trouve 40 valeurs, les 40 plus grosses, qui respectent vraiment ces critères ESG. C'est ça l'idée. Alors, tout à fait. Sur la… Pardon, Gilles. Non, allez-y. Tout à fait, c'est l'approche que l'on a déployée. Alors, bien sûr, on a travaillé avec les fournisseurs de produits. Et un point qui nous est revenu aussi et qui peut-être explique le fait que… en tant qu'investisseur individuel, on a encore un peu de mal à s'y retrouver. C'est qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de réglementations au niveau des entreprises, au niveau des émetteurs de produits, au niveau des indices, au niveau européen, la taxonomie, je crois, j'en ai dénombré une dizaine. Quand on a rencontré tous ces clients, ils nous ont demandé, s'il vous plaît, appuyez-vous autant que faire se peut sur quelque chose qui existe et qui fait consensus. Or, en France, on a la chance, par rapport à certains autres pays européens, d'avoir un label qui fonctionne. Si on regarde les encours autour du label ISR, parce que c'est de celui-là dont je parle, eh bien on a cette chance-là, d'avoir une base de travail. Et toute la méthodologie de l'indice CAC 40 est partie de cette base-là.
Donc, Avec quels critères? Attendez, parce qu'encore une fois, pour ceux qui nous regardent, ils disent OK, d'accord, le CAC 40 ESG, hop, les 40 plus belles valeurs françaises qui respectent ces critères environnement, social et de gouvernance. Mais quels étaient les critères? C'est quoi concrètement? C'est parce que ce n'est pas une note de gueule, hein, c'est les émissions de CO2, c'est la diversité dans les oui, conseils d'administration, c'est quoi? alors, c'est un CAC 40 ESG qui intègre donc les 3 piliers, E, S et G. Parce que, encore une fois, nos clients nous ont demandé de développer quelque chose de mainstream. Parce qu'il faut donner du temps au temps. Mais aussi et surtout parce que nous avons l'ambition de lancer un CAC climatique qui sera composé de valeurs différentes. Puisque, comme Gilles le disait, les bons élèves, entre guillemets, ou les entreprises les plus vertueuses sur le E ne le sont pas forcément aussi sur le G, etc. Le CAC ESG est un indice mainstream qui vise à être néanmoins corrélé avec le CAC 40, mais sur la base d'une approche assez volontariste. On n'est pas dans du greenwashing, puisque c'est un peu le sens aussi de cette question. Sur les 40 valeurs, il y en a 10 qui n'appartiennent pas au CAC 40. Oui. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez volontariste. Il y a beaucoup de questions qui tombent pour vous, Fabrice. Vous allez voir. Bon, donc oui, dans celles qui en sont exclues d'ailleurs, au final, quelles sont les nouvelles? Tiens, j'ai vu que dans les il y a Edenred qui fait partie du CAC 40 qui est dedans, mais il y a des boîtes comme Airbus, Hermès, Saint-Gobain, Total, Dassault Systèmes qui sont sorties du CAC, qui ne sont pas dans le CAC 40 ESG. J'avais le patron de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard, qui m'a dit « mais je ne comprends pas, j'ai fait appel, pourquoi est-ce que moi je fais partie de la solution, j'ai une ambition de décarbonation de ma boîte, je ne comprends pas, c'est ahurissant que j'en sois pas ». Vous leur répondez quoi? Mais alors, je leur réponds deux pas choses. Non, au-delà de ça, c'est que, comme je vous le disais, l'overlap, le point commun entre le CAC 40, il y a quand même 10 valeurs qui ne sont pas là. Donc, il y a forcément 10 valeurs qui ne sont pas contentes. Ça, c'est mécanique. Ensuite, Euronext ne sait pas juger, entre guillemets, au sens noble du terme, assesser le score, estimer le score d'une entreprise sur les critères ESG. Naturellement, on s'est retourné vers un partenaire qui, lui, nous renvoie ensuite des notations sur l'ensemble des 60 valeurs couvertes. Ce partenaire historique, c'est Vigeo Eiris, qui s'appelle Moody's aujourd'hui, qui est un acteur historique en France et qui connaît très bien les entreprises françaises. Donc, on part de ces scores, on exclut les 20 scores les plus faibles, on applique des critères d'exclusion et forcément, à la fin, on doit n'en sélectionner que 40. J'ai donné ceux qui sont sortis, les boîtes qui sont rentrées. Vous les avez? Je ne les ai pas, moi, sous les yeux, pour le coup. Je sais que je les ai donnés. Oui, je vais vous les donner dans Pas les 40, hein. Sinon on sera là encore demain. En 30 secondes. Si vous me donnez... je vais vous trouver ça. Attendez, la courbe d'audience est en train de baisser, là, dépêchez-vous. On perd des téléspectateurs, Fabrice, grouille. N'hésitez pas à me poser des questions des téléspectateurs, justement. Mais moi, je vais vous les donner. Il y a les questions qui dérangent. 40, je vais vous les donner. Je les ai ici. Je les ai ici. Atos. Vous avez Solvay, Sodexo, Sodexo, Arkema, Gessina, Accor, Valeo, EDF et Clépierre. Il n'y a pas et là, je comprends, et j'imagine la réaction de Solvay, tant mieux pour Solvay, mais certains se diront un chimiste qui est dans le CAC 40 ESG. Et je reviens à Saint-Gobain qui fait partie de la solution, qui permet justement d'isoler les bâtiments, notamment, qui en sort. Pour vous, il n'y a aucune incohérence? Non, il n'y a pas d'incohérence. Là, vous faites référence au Scope 3, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces entreprises font partie de la solution. Toutes les entreprises, il n'y a pas de jugement sectoriel. Si vous raisonnez par là, on exclut ad vitam aeternam les énergiciens, des secteurs. Mais or, ces valeurs-là sont des valeurs à impact. Donc, les exclure de fait serait malheureux. D'ailleurs, j'ai une question à ce propos. La composition de l'indice CAC 40 ESG est revue régulièrement. Question de Caroline. C'est oui, quelle fréquence? Tous les trimestres. Mais il y a un conseil scientifique, on ne sait pas trop. Il y a conclave, il y a la fumée blanche et hop. Non, pas du tout. C'est une approche très mécanique et c'est le même conseil scientifique qui régit aujourd'hui le CAC 40. Exactement. Et qui se réunira donc en septembre pour la nouvelle composition de l'indice. Autre question de Bénédicte. Merci Bénédicte. Impossible de se retrouver parmi toutes les sociétés de notation. Elle n'a pas tort, Bénédicte. Hein. Elle n'a pas tort. Mais c'est pour ça que nous... Oui, mais alors là-dessus, Rolex n'en y peut rien. Mais alors, deux choses. La première, c'est qu'il y a effectivement une concentration. On a vu une concentration au cours des dernières années. Il y a de moins en moins
d'agences de notation. Commentaire plus personnel, je dirais que bon, le fait que l'ensemble de ces agences soient détenues aujourd'hui par des acteurs américains peut poser aussi question. Mais bon, ça c'est un débat pour nos politiques. Ensuite, Vigeo Eiris, nous sommes partis avec Vigeo Eiris parce que Vigeo Eiris, comme le rappelait Gilles, a été fondé, c'est un acteur français à la base, de par son histoire, avant d'être Vigeo Eiris Moody's, c'était Vigeo. Et Vigeo était une entreprise française et qui a une vraie connaissance des entreprises françaises. Juste une question de David Jacot, donc de moi, que je vais vous poser direct. Vous me disiez CAC Climat et SBF 120 ESG. Deux questions en une. Le CAC 40 Climat, il est pour quand? Et un SBF 120 ESG, c'est pour quand? Le CAC 40 Climat, température, 1,5, voilà. C'est des thématiques. Il est prévu pour la fin de l'année. Bon, mais vous reviendrez sur Boursorama nous en parler. Et le SG... Et lui focalisera essentiellement sur les notions climatiques et donc de Scope 3, comme vous le souleviez, les entreprises qui participent par leurs solutions à la limitation du réchauffement climatique. S'il y a d'autres questions, allez-y, on a encore quelques minutes ensemble sur Boursorama pour cette conférence et cette émission. Question maintenant pour Gilles. Oh oui, la raison d'être de Schneider. Quelle est la raison d'être de Schneider? Moi, je la connais. Tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources. On ne mettra pas les gens dans la rue avec ça. Hein. Oui, tirer le meilleur de son énergie. Personne ne peut être contre, c'est consensuel ça. Non, c'est plus complexe. Aider chacun à tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources pour le progrès et la durabilité. Évidemment, personne ne peut être contre, mais il y a plusieurs points très intéressants. Si vous allez sur la version anglaise, vous verrez qu'il est question des ressources et de l'énergie de tout le monde, et que chacun qui en a accès est invité à tirer le meilleur pour lui et pour les autres. Peut-être que la version française est améliorée pour être cohérente avec cette vision écrite autrement et plus précise en anglais. Et puis les questions de progrès et de développement durable, c'est-à-dire un engagement d'une entreprise qui considère que l'effort qu'on a à faire dans l'innovation fait un bon bout du chemin. C'est toujours la question de la sobriété et de l'efficacité. Il y a évidemment beaucoup de comportements à changer, mais nos entreprises sont là aussi pour apporter des solutions très différentes. Donc voilà, la raison d'être, elle a cette vision. Pour moi, l'intérêt de la raison d'être, c'est prendre tout ce qui fait l'histoire de l'entreprise, ces pépites du passé et de sa responsabilité, et justement les projeter vers les objectifs du développement durable. Après, il est bien normal qu'elle ne soit pas quelque chose de complètement farfelu. Mais pourquoi ne pas directement, dans ces cas-là, Gilles, de mettre tout ça dans vos statuts et passer en entreprise à mission? C'est en réflexion, c'est en gestation ou pas du tout? Quand vous voyez ce qui s'est passé chez Danone, ça vous refroidit un petit peu? Non, ce qui s'est passé chez Danone ne me refroidit pas. D'ailleurs, c'est passé des choses chez Danone liées à ce qu'est Danone. Et d'ailleurs, je crois que sur ces enjeux-là, il y a une continuité de choix de l'entreprise. Schneider Electric est une entreprise reconnue aujourd'hui pour l'impact qu'a l'entreprise par ses solutions sur... Mais passer entreprise à mission, c'est pas dans vos projets pour l'instant. Sur les enjeux, l'ensemble des éléments pour être entreprise à mission sont présents chez Schneider Electric. Vous avez parlé du Schneider Sustainability Impact audité par un tiers externe, c'est-à-dire les objectifs, et je suis d'accord avec la remarque qui est faite, les objectifs ESG qui complètent la performance financière de l'entreprise. L'entreprise a un comité de parties prenantes qui vient aiguiller, valider, accélérer la compréhension des enjeux. L'entreprise a une raison d'être. Il se trouve qu'à l'endroit où on est, on n'a pas considéré que ça apportait quelque chose de plus, surtout dans une logique très mondiale, où il nous apparaît surtout que quand quelque chose doit avancer sur le sujet, il y a un bout de cohérence mondiale à avoir. Non pas que la France ne peut pas éclairer le monde, mais on voit bien que sur cette loi-là et sur ce sujet-là précis, on n'est pas dans un sujet qui sera répliqué en proximité au niveau mondial. On est plutôt très travailleur sur les enjeux de standardisation, de communication, toutes les grandes entreprises sur le sujet. Et si de fait que les notations, il est difficile de se reconnaître dans la babelle des notations, mais c'est aussi important parce que de la même manière, chacun d'entre nous, on n'a pas une attention au même sujet. Il y a des gens très engagés sur les enjeux climatiques, il y a des gens très engagés sur les enjeux sociaux. Par exemple, il y a un indice particulier qui s'appelle le FTSE4Good, qui a historiquement été construit sur la place de Londres
avec l'UNICEF, et qui est très très attentif aux enjeux sociaux, de supply chain, etc. Il y a, voilà, donc j'allais dire, il en faut aussi un peu. Il en faut pour tous tout les le monde. coups. Il en faut pour tout le monde. Chacun est invité d'être un peu plus sachant sur le sujet et ne jamais confier à un tiers externe l'intégralité du savoir pour le suivre les yeux fermés. Bon. Ce sujet-là, c'est un sujet de progrès pour chacun d'entre nous. J'espère qu'au terme de ces 42 minutes passées ensemble, on est un peu plus sachant. En tout cas, moi, je l'ai été et je remercie Gilles Vermaux-Desroches. Merci Gilles, directeur du développement durable chez Schneider Electric. Merci à vous. Belle performance durable aussi pour Fabrice Ramouni. Merci Fabrice, responsable du département indice chez Euronext. Je vous remercie tous les deux, je vous dis à bientôt. Restez avec nous sur Boursorama, évidemment, puisque le Bourso Live, ça continue jusqu'à 18h, ça reprend demain. Voilà, avec des conférences, plein de choses. Baladez-vous dans les stands. Excellente fin de journée et à demain. Si vous encore une fois, revenez nous voir sur Boursorama pour ce Bourso Live, première édition sur 3 jours. C'est donc jusqu'à mercredi. Merci, au revoir.